Bien que la menace des turbans jaunes ait été écartée, l'Empire Han était bien loin d'avoir trouvé un avenir serein. À l'ouest, le mécontentement ne s'est non pas manifesté sous la couleur jaune, mais avec de nombreux officiers et autres insurgés du peuple Qiang, alors lassés par la gestion catastrophique de ces dernières années. Désormais, la province occidentale du Liang était plongée dans la houle du changement et du doute. Et malgré l'arrivée de plusieurs généraux réputés, comme Rong Fusong et Dong Zhuo, ou encore Sun Tian, l'ordre ne reviendra pas avant plusieurs années. Mais cela est une autre histoire au dénouement lointain. Pour l'heure, les tensions prirent de plus en plus d'ampleur à Luoyang, et plus particulièrement à la cour impériale, là où les domestiques réguliers du palais, un groupe d'eunuques influents, récoltèrent les lauriers et la gloire des généraux ayant réprimé la révolte de Zhang Tui. Bien que ce sujet ait été évoqué dans la vidéo précédente, il est essentiel de bien comprendre l'influence des eunuques dans la cour impériale. Autrefois, sous les ordres du ministre intendant, les eunuques devinrent indépendants sous la période des Han orientaux. Durant cette période, ils gagnèrent en pouvoir et en influence, plus particulièrement les domestiques réguliers du palais et les jeunes préposés des portes jaunes. Le paroxysme de leur hégémonie politique commença en l'an 68. Leur puissance est telle qu'ils formèrent une faction à part entière, s'opposant régulièrement aux érudits, qui critiquèrent plus d'une fois leurs machinations. Mais comme vous avez pu le voir dernièrement, ceux qui rédigèrent et déposèrent des requêtes allant à leur encontre furent écartés du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais désormais, retournons à notre fil conducteur. Au mois de mars 185, plusieurs incendies se déclarèrent à Luoyang. Les pertes matérielles sont conséquentes, les flammes ayant surtout touché plusieurs palais et autres demeures somptueuses de la capitale. En dépit des dégâts causés par la défunte révolte des turbans jaunes, et celle qui s'annonce dans le Liangzhou, les eunuques suggérèrent à l'empereur de lever de nouvelles taxes pour les réparations. Chaque commanderie devait envoyer une certaine quantité de matières premières, comme du bois ou du bronze. Lorsque les matériaux arrivèrent, ils forcèrent les marchands à leur vendre les produits à moitié prix, prétextant une très mauvaise qualité. Est-ce que les réparations se font ? Du tout. Car avec la complicité de l'empereur Ling, ce groupe d'eunuques se bâtirent des manoirs luxueux ici et là dans les provinces. Ceux-ci étant capables de rivaliser avec la demeure impériale même, en échange d'une certaine somme. Au 6e mois de cette même année, les 12 domestiques reçurent de la part de l'empereur le titre de marquis pour leurs bons et loyaux services rendus durant la campagne contre Zhang Tui. Et ce, malgré la duplicité de plusieurs eunuques qui avaient rejoint les rangs de Ma Yuanyi, l'agent du grand guérisseur à Luoyang, chose qui provoquera l'indignation de plus d'un, particulièrement chez leurs rivaux érudits. Là où Lu Kang sera juste forcé de se retirer de la vie politique, Liu Tao et Chen Dun, eux, seront enfermés et torturés avant de succomber à leurs blessures. Rong Fusong, lui, après avoir confisqué des propriétés eunuques dans la ville de Ye de la commanderie de Wei, subit la calomnie des deux eunuques Zhao Zhong et Zhang Lang, qui rapportèrent à la cour qu'il utilisait les ressources allouées à la guerre pour son propre profit. Pour cela, il fut disgracié de son rang de général de la cavalerie et des chariots, et verra ses revenus baisser. Là où certains seront disgraciés, d'autres réussiront à s'élever. Malgré sa nature frivole, l'empereur Ling porta son attention sur les affaires militaires depuis la révolte des turbans jaunes. Et au 8e mois de l'année 188, l'armée du jardin occidental fut levée et à sa tête les 8 colonels. Tian Shi, Yuan Shao, Bao Hong, Cao Cao, Chao Chong, Feng Feng, Xia Mao et Chun Yuqiong. Tian Shi, alors à la tête de l'armée personnelle de l'empereur, et choisi en personne par ce dernier, était réputé pour son expertise militaire et son dynamisme en tant que général. Dans la hiérarchie militaire, cela le plaça en tant que supérieur du général en chef He Jin, ce qui devint la pomme de la discorde entre les deux hommes. En réalité, le choix n'était anodin pour Liu Hong. Celui-ci tint à réduire l'influence croissante de la famille He
alors représentée par Rojin, et surtout sa sœur, l'impératrice. Sous les raids, il était récurrent qu'une impératrice fasse placer un membre de sa famille à la tête des armées. Progressivement, les pièces se mirent en place entre les deux têtes de l'armée. Durant l'été 189, Tianche et les autres domestiques exhortèrent vivement l'empereur d'envoyer Rojin et ses troupes à l'ouest. Bien que le souverain ait donné son accord, le général en chef put rester à Luoyang le temps que Yuan Shao, l'un de ses plus proches alliés, rassembla les troupes du Suzhou et du Yanzhou. Mais cette querelle cachait un malaise encore plus profond, la succession de l'Empire. L'impératrice Re fut réputée pour sa jalousie et sa cruauté envers les concubines de son mari. Nul ne pouvait se mettre à travers de son chemin vers le pouvoir. Mais malgré les multiples tentatives de lui faire faire une fausse couche, la concubine Wang donna naissance à Lu Xie en 181, avant d'expirer son dernier souffle. Et bien rapidement, celui-ci devint le fils favori de Liu Hong, aux grandes dames de l'impératrice et de son fils, Liu Bian, alors jugé comme étant frivole, indigne et simplé aux yeux de celui-ci. Mais le 13 mai 189, une mort alla précipiter les plans de chacun, celle de Liu Hong, qui s'éteignit à l'âge de 33 ans. Et n'ayant décidé de la succession, ce fut naturellement Liu Bian qui devint empereur sous le nom de Shao. Profitant de la stabilité du nouveau pouvoir et d'une tentative d'assassinat sur sa personne, Rojin put faire arrêter et exécuter son vieux rival devant les portes jaunes le 27 mai. Tianche sera le premier d'une longue série. Avec la mort de Tianche et celle de l'ancienne impératrice douairière Dong, alors enfermée depuis la mort de son fils, les deux Re virent leur réputation se ternir à travers l'Empire. Et qui plus est, le frère et la sœur ne purent se mettre d'accord sur la question des eunuques. L'un voulant leur dissolution, l'autre y trouvait de réconfort dans les paroles mielleuses de ces derniers. De plus, l'idée de s'en prendre aux eunuques ne fit l'unanimité parmi l'ancienne armée du Jardin occidental, alors démantelée après la mort de Tianche. En entendant parler de ce débat, Cao Cao ria et répondit « Il y a toujours eu un besoin d'eunuques, mais les dirigeants de notre temps n'auraient jamais dû leur accorder une telle autorité et de telles faveurs pour causer ce trouble. Pour résoudre le problème, ils n'ont qu'à punir les meneurs. Un seul geôlier suffirait pour cela. Pourquoi une telle agitation en appelant des soldats de l'extérieur? S'il envisage de tous les tuer, l'affaire se répandra certainement. Je peux déjà prévoir son échec. » Malgré les désaccords, Rojin appela ses alliés à venir devant le palais impérial avec leurs troupes et faire pression sur l'impératrice douairière. Parmi ceux-ci se trouvèrent Wang Quang et Bao Xin du Yanzhou, Xiao Mao, le grand administrateur de Dong, et le commandant en chef Ding Yuan du Bingzhou. Dongzhou fut également appelé de Shuofang, malgré les avertissements de Lu Zhi et du greffier impérial Zheng Tai, qui pointèrent du doigt l'ambition et la brutalité du gouverneur du Bingzhou. Mais lorsque Rojin s'en ravisa au sujet de Dongzhou, ce dernier ignora l'ordre de retrait et maintint son avancée vers Luoyang. À partir de là, les tensions se renforcèrent dans la fratrie Re. Le 22 septembre, Rojin se rendit au palais, où vivait sa sœur pour une audience. Toutefois, ce fut un traquenard des eunuques, et plus particulièrement du superviseur de l'atelier du palais, Chumu, qui le décapita sur le champ. Mais ce qu'il n'avait prévu, c'est que cela allait causer leur perte. Devant les portes se trouvèrent les troupes de Yuan Shao et de son demi-frère Yuan Shu, alors général de la garde du Tigre foudroyant. Bien rapidement, les eunuques furent submergés par les troupes des frères Yuan. Celles de Yuan Shu mirent également le feu au palais. Quiconque n'ayant de barbe passait sous le fil de l'épée. Ce jour-là, ce n'est pas moins de 2000 personnes qui périrent. Au cours du massacre, un groupe tentèrent de s'enfuir avec l'impératrice douairière et ses fils. Mais ce n'était sans compter sur Lu Zhi, qui les menaça de sa hallebarde, parvenant à sauver Dame Re en la faisant sortir sur le côté. Au lieu de libérer l'empire des Han des eunuques, cet événement n'a fait que faciliter la tâche de celui qu'on allait surnommer le tyran. Le 24 septembre, l'empereur Shao et son frère, alors emportés par une poignée d'eunuques, purent être récupérés par Lu Zhi, avant de tomber sur les troupes de Dongzhou qui rejoignirent devant la capitale. Devant lui, ce fut un jeune empereur tremblotant et craintif, alors qu'à l'inverse, le prince de Chenliu, son frère, garda son calme et parvint à lui décrire en détail les événements à Luoyang. 4 jours après leur arrivée, Dongzhou fit placer Lu Xie à la place de son frère, le considérant comme étant plus apte à régner que l'ancien empereur Shao. Désormais, ce fut le nouvel empereur Xian qui s'assit sur le trône. Avec l'aide de ses troupes, il parvint à faire restaurer l'ordre à Luoyang,
alors en panique à cause du sac des Yuan. Mais une nouvelle querelle éclata entre lui et Ding Yuan. Comptant bien intégrer ses troupes wessiennes, Dong Zhuo parvint à rallier à sa cause le lieutenant de son ennemi, un certain Lu Bu. Ce dernier assassina son ancien supérieur et devint commandant de la cavalerie pour ses services rendus. Ne souffrant d'aucun rival, il décida d'affirmer son pouvoir non pas en grimpant dans la hiérarchie militaire, mais en prenant une des plus hautes fonctions politiques en devenant ministre des Travaux, ce qui fait de lui l'une des 3 excellences. En plus de cela, il fera venir à lui nombre de personnalités influentes et autres calomniées par les eunuques, l'un desquels le plus connu étant le lettré Tsai Yong, qui n'eut d'autre choix que de le rejoindre sous peine de voir sa famille exterminée. Le 30 septembre, l'impératrice Warrière fut assassinée par empoisonnement. Mais le remplacement de l'empereur Shao fit naître les graines de la colère parmi les officiers de la cour, et plus particulièrement Yuan Shao, qui vit d'un très mauvais œil ce nouveau pouvoir. Après une discussion des plus houleuses qui en vint presque aux armes, Yuan Shao quitta Luoyang pour se rendre à Bohai dans le Tizhou. Et malgré les tentatives de réconciliation par Dong Zhuo en le nommant administrateur de la même commanderie, Yuan Shao était déjà en train de rassembler ses forces. Mais il ne fut le seul à s'enfuir de la capitale. Yuan Shu, phare de la commanderie de Nanyang, son fief, Cao Cao fera de même à Qianliu, Yuan Shu ayant laissé derrière lui la rumeur de la mort de ce dernier. La coalition des rebelles loyaux, ou plus communément nommée celle du Guangdong, naquit avant l'an 190. Une nouvelle fois, l'Empire Céleste se retrouva morcelé par la guerre civile, et une nouvelle page se tourna pour la fragile dynastie Han.